Un homme peut-il en cacher un autre? La question a donné matière à maintes intrigues policières et elle continuera longtemps d'inspirer romanciers et scénaristes tant elle offre un champ inépuisable d'histoires inventées ou d'histoires vraies. Il suffit de parcourir la page des faits divers de nos journaux. Et un cadavre. Là encore, la fiction a parfois été rattrapée par la réalité. En 1987, un certain Yves Dandonneau trouve la mort dans un accident de voiture. Sa voiture a pris feu. Dandonneau n'est plus qu'un cadavre carbonisé. Sa concubine s'apprête à toucher les primes des assurances-vie que le défunt a souscrites peu de temps avant sa mort. Mais un inspecteur d'assurance particulièrement soupçonneux décide d'enquêter et il finit par découvrir le poteau rose grâce, entre autres, à l'examen d'un minuscule morceau de dent. Le cadavre retrouvé dans l'auto n'est pas celui de Dandonneau. Celui-ci a placé le corps d'un SDF préalablement drogué dans le véhicule. Puis, il a orchestré la mise en scène de l'accident. Dandonneau, qui a subi plusieurs opérations de chirurgie esthétique, vit sous une nouvelle identité. Il sera retrouvé, arrêté et condamné. Il n'avait pas fait preuve d'une grande imagination pour préparer son forfait. Il avait simplement lu Assurance sur la mort, l'ouvrage de James Cain, un auteur américain de romans noirs. Pourquoi ce long prologue? Parce que moi aussi, en écoutant Monsieur X cette semaine, j'ai souvent pensé à l'histoire de Dandonneau et au roman policier de James Cain. Mais ce n'est pas un simple fait divers des années 70 qu'il m'a longuement raconté. Autour de l'affaire Piper rôdent en effet d'étranges et redoutables ombres et le terrible souvenir de massacres commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Rendez-vous avec X. Nous allons revenir avec Monsieur X sur les exactions commises par Joachim Piper en Italie. Mais, auparavant, revenons sur les capacités strictement militaires de l'officier SS. En mai 1977, sous la signature de Jacques Berel, la revue Historama s'intéresse à la carrière de Piper et j'y apprends qu'après avoir sauvé les fantassins de la division Postel, ce que m'a raconté M. X, le commandant Piper est chargé par Hitler d'anéantir le saillant de Kursk, une grosse hernie soviétique à l'intérieur du dispositif allemand. Je cite. Au cours de cette bataille, Piper et son 3e bataillon se trouvent dans la région de Belgorod et participent aux combats acharnés des premiers jours de juillet dans une chaleur et une poussière insupportables. Le 11 juillet, les grenadiers SS du commandant Piper menaient un combat rapproché d'une extrême violence avec les T-34 soviétiques. Il s'agissait de défendre une position baptisée la Colline Rouge, célèbre chez les soldats qui furent engagés dans ce secteur de la bataille. Ce Douaumont ukrainien fut l'objet d'une lutte féroce. Après une intense préparation d'artillerie, les puissants T-34 avançaient en direction des positions allemandes dans un grondement de tonnerre. C'est Piper en personne qui détruisit au fusil lance-grenade le premier char, galvanisant ainsi ses soldats. Conscient des dangers que présente une défense purement statique contre un ennemi de force nettement supérieure, le commandant pénètre avec un char et un groupe de grenadiers à l'intérieur du dispositif russe et, faisant preuve d'une audace exceptionnelle, il détruit plusieurs chars soviétiques. Après plusieurs heures de lutte, le bataillon SS occupait toujours la Colline Rouge et de nombreuses carcasses de chars soviétiques encore fumantes témoignaient de l'âpreté de l'engagement. Alors que fait exactement Piper en Italie? Son bataillon se trouve alors à proximité de Bove, une petite ville du Piémont. Et 2 SS qui pénètrent en voiture dans la cité sont capturés par les partisans. Ouais. J'imagine que Piper va alors se venger. Attendez, dès qu'il est prévenu, le commandant SS fait marcher ses hommes sur Bove. Aussitôt, inutile de vous le dire, la plupart des habitants fuient dans la montagne. Seuls restent en ville les vieillards et quelques femmes et enfants. Oui, mais quelle est l'intention, enfin la vraie intention de Piper? Il veut d'abord récupérer ses 2 hommes. Et il demande au curé et à un notable resté sur place de servir d'intermédiaire. L'intermédiaire entre lui et les partisans. C'est ça. Le marché est simple. Si les 2 SS ne recouvrent pas la liberté, Piper va mettre la petite ville à feu et à sang. Et dans le cas contraire? Piper promet qu'il n'y aura pas de représailles. Ouais. Est-ce que ces 2 ambassadeurs vont d'abord l'écouter puis réussir? Oui. Il leur suffit de quelques heures pour revenir en ville avec les 2 prisonniers. Mission accomplie. Oui, toutefois, ces intermédiaires sont à peine de retour que Piper les fait arrêter.
Et peu après, les 2 hommes sont brûlés vifs. C'est pas fini. Piper ordonne ensuite à ses hommes de mettre le feu aux maisons de la ville et tous ceux qui demeurent à Boves sont abattus ou brûlés dans leurs habitations. Oradour, en somme. Oui, Oradour avant l'heure. Même si, heureusement, on a compté quand même beaucoup moins de morts qu'à Oradour. Enfin, ça donne déjà une idée du personnage. Ouais. Et plus tard, est-ce que Piper devra rendre compte de ses exactions? Très tardivement, oui. Dans les années 60. Il sera jugé par un tribunal ouest-allemand. Et acquitté. Scandaleusement acquitté. Mais pourquoi acquitté? Piper a nié purement et simplement, malgré l'évidence, car il existait des photos prouvant sa présence à Boves le jour du massacre. Mais le SS a prétendu que c'était l'arrière-garde de son bataillon qui était responsable. Lui-même avait déjà quitté la petite ville. Et on l'a cru. Oui, faut dire que les juges allemands lui étaient tout dévoués. Ils ont refusé d'entendre les témoins italiens au prétexte que ceux-ci ne parlaient pas l'allemand. Enfin, je reviendrai sur le non-lieu dont a bénéficié Piper parce que c'est très important pour la suite. D'accord. Et après cette horrible affaire... il monte en grade. Une récompense pour ce qu'il a fait à Boves. En tout cas, vous imaginez bien qu'il n'a encouru nul reproche. Donc, nommé lieutenant-colonel, il prend le commandement d'une unité d'élite de la Leibstandarte, une unité de Panzer, et il est une seconde fois envoyé sur le front de l'Est. Il renouvelle ses exploits. Ne croyez pas si bien dire. D'un côté, c'est vrai. Au cours d'une attaque de nuit, il s'enfonce à l'intérieur des lignes ennemies avec une folle audace. Et ça lui vaudra une nouvelle décoration. Mais il y a l'autre côté. Encore des crimes de guerre? Oui, parce que ça ne mérite pas d'autre nom. Quoi exactement alors? Piper avance, oui. Il bouscule les soviétiques, anéantit des dizaines de chars, mais il ne laisse rien ni personne derrière lui. Des villages sont brûlés ou complètement détruits par les chars. Et bien sûr, la Leibstandarte n'a pas le temps de faire des prisonniers. C'est-à-dire? C'est clair. Civil ou militaire, Piper et ses hommes tuent, au mépris des lois de la guerre. Ouais. Mais est-ce une initiative de Piper lui-même, ou une pratique généralisée au sein de la SS? Pour les nazis à l'Est, il n'existe que des sous-hommes. Par conséquent, il est inutile de faire des prisonniers, mieux vaut les tuer. Et ces massacres, il faut le noter, demeureront longtemps ignorés, à cause de l'éloignement, de l'immensité du territoire et de l'absence de correspondants de guerre, et de l'élimination des témoins, bien sûr. À l'Est, les SS ont donc l'impression de jouir d'une certaine impunité. Certainement, et quand plus tard les autorités soviétiques feront état de ces atrocités, on mettra ça sur le compte de la propagande communiste. Et ça veut dire en tout cas que les nazis n'ont pas le même comportement à l'Ouest. Encore que nous avons vu comment Piper a traité les habitants de Boves. Mais il est vrai qu'à l'Ouest, les SS ne commettront réellement d'atrocités qu'à la fin, lorsqu'ils seront acculés ou qu'ils devront battre en retraite. Ouais. En tout cas, d'après ce que vous dites, Joachim Piper ne s'est pas comporté autrement que les autres officiers de la SS. Sans doute, mais ça n'atténue en aucun cas sa responsabilité. Piper a été un exécuteur zélé de la politique d'extermination de tous ces sous-hommes, selon la terminologie nazie, et qui vivaient et combattaient à l'Est. Mais j'ai bien compris. J'ajoute, toujours dans le dossier à charge, qu'en 1943, Piper a fait un séjour à Dachau. Encore Dachau? Oui. Et qu'a-t-il fait là-bas, là? Officiellement, Piper y a été soigné après avoir connu des troubles cardiaques, mais je n'y crois guère. Mais pourquoi? En 43, Piper n'a pas 30 ans. Et par la suite, son cœur n'inspirera plus jamais d'inquiétude, bien au contraire. Tous les gens qui l'ont approché, alors qu'il se trouvait en France dans les années 70, ont été frappés par sa vigueur physique. À 60 ans, Piper était encore un athlète et un nageur hors pair. Ouais. Alors ce séjour à Dachau reste auréolé de mystère. Moi, assurément, un officier SS ne se rend pas impunément à Dachau. Mais il me faut reconnaître que je n'en sais pas plus. Zone d'ombre, donc. Oui. Il y en a décidément beaucoup dans la vie de Joachim Piper. Alors, attendez, excusez-moi, je prends ma fiche. Voyons la suite. La Leibstandarte et Adolf Hitler abandonnent effectivement le front de l'Est au début de 1944 et elle se trouve en Belgique à ce moment-là. Pourquoi la Belgique, là? J'imagine que la division est casernée là en attendant le débarquement des Alliés. Un débarquement que les Allemands attendent dans le Pas-de-Calais. Ouais, parce qu'ils ont été trompés par la fameuse opération Fortitude. Exactement, mais en juin 1944, c'est en Normandie, comme vous le savez, que les Alliés débarquent. Et Piper et ses hommes font sa marche forcée vers ce nouveau front. Ils y arrivent fin juin, mais le lieutenant-colonel est presque aussitôt blessé. Blessé gravement? Non. 2 mois plus tard, il est sur pied et participe au combat dans la Manche. Puis comme les autres troupes du Troisième Reich, son unité doit battre en retraite et regagner l'Allemagne. Il va y jouer le plus grand rôle de sa vie. L'opération à laquelle il va participer a reçu comme nom de code Brouillard d'automne. Les militaires sont décidément des poètes. N'est-ce pas? Alors de quoi s'agit-il, Brouillard d'automne? Eh bien, en cette fin 44, la situation militaire du Troisième Reich est désespérée. Partout, les troupes nazies sont sur la défensive et Hitler pense frapper un grand coup en Belgique pour mettre fin à ces reculades successives. En fait, il joue son va-tout. Ouais, c'est l'offensive dans les Ardennes. C'est cela, la fameuse bataille des Ardennes. Le plan du Führer est le suivant. En engageant plus de 250 000 hommes et des moyens matériels absolument considérables et modernes, il veut d'abord atteindre la Meuse. En traversant les Ardennes, donc. Oui, et n'oublions pas que ça a déjà réussi au Panzer allemand en 40. Et après la Meuse?
Après la Meuse, il s'agit d'établir des têtes de pont sur la rive gauche du fleuve, puis de remonter vers le port d'Anvers afin de couper en deux le dispositif allié. Et Anvers, c'est très important parce que c'est le port par où arrive tout le ravitaillement des Alliés stationnés dans la région. C'est l'opération de la dernière chance, ça m'avez-vous dit, mais au fond, est-ce qu'elle avait une réelle chance d'aboutir ? Écoutez, je suis pas un historien militaire, mais la plupart des spécialistes estiment que le plan d'Hitler représentait un réel danger pour les Alliés. Et sa réussite aurait pu changer le cours de la guerre. D'autant que l'effet de surprise a été total. Et sans le sang-froid du commandement allié, Hitler aurait pu gagner son pari. Et c'est au cours de cette bataille cruciale que les Allemands ont parachuté derrière les lignes alliées des hommes chargés de désorganiser leur dispositif. Oui, des hommes qui portaient l'uniforme américain, ce qui a valu à ceux qui se sont fait prendre d'être immédiatement passés par les armes. Mais nous en avons déjà parlé à propos de Skorzeny, puisque c'est lui qui avait été chargé d'organiser ces parachutages. Et Piper, m'avez-vous dit, va jouer un grand rôle dans cette bataille des Ardennes. Un rôle éminent, oui. Mais encore une fois, le boucher va percer sous le militaire. Qu'a fait exactement l'officier SS Piper sur le front de l'Est au cours de l'année 1943 ? En 1965, alors qu'un avocat italien rassemble des éléments de preuve contre Piper pour sa responsabilité dans le massacre de Bov, de nombreux témoignages de citoyens soviétiques affluent. Ils ont reconnu Piper sur les photos rassemblées par l'avocat, et ils l'accusent. Ici, il me faut citer l'écrivain Roger Martin, auteur d'une remarquable enquête sur Piper parue aux éditions d'Agorno en 1994. Mais j'aurai l'occasion de citer à nouveau cet ouvrage. Martin évoque le témoignage de Yuri Kisielov, qui avait 15 ans en 1943. Les troupes allemandes refluent. Avec les habitants de son village, l'adolescent guette l'arrivée de l'armée rouge. Une longue colonne de blindés est signalée. Martin raconte. Les gens s'interpellent joyeusement lorsque, sur les premiers véhicules qui s'approchent, une croix argentée qu'on ne peut confondre avec l'étoile rouge les plonge dans une fuite éperdue. Ils n'ignorent pas que l'armée allemande, contrainte à capituler, entend par ses massacres contre les populations civiles montrer combien ses forces restent redoutables. Sur ce qui suit, l'hebdomadaire italien Vita Nuova a donné tous les détails. Les gens sont tirés de chez eux par la force et la fusillade commence. Plusieurs dizaines de morts, femmes, enfants, vieillards, dont la mère, la sœur de 7 ans et le petit frère de 4 ans de Yuri Kisielov. Atteint lui aussi, il aura la chance de n'être qu'effleuré par la balle. Et Martin poursuit, ce témoignage, pas plus que celui des habitants de Bov, ne sera pris en compte par la justice allemande. Pour comble, lorsque l'avocat américain Kempner, qui plaida au procès de Nuremberg et qui a rejoint maître Dalmazo dans ses efforts pour faire aboutir les recherches et les plaintes des habitants de Bov, interviendra officiellement, des voix s'élèveront pour souligner qu'il est juif. Les Ardennes, donc. Piper, qui est maintenant colonel, se voit chargé de commander un groupe de combat, une sorte de fer de lance de 5000 hommes, montés sur des transports de troupes blindées et des chars, dont certains, les Tigres II, les plus modernes, ont une puissance de feu terrifiante. Vous parlez de fer de lance. C'est exactement cela, oui. Ce groupe de combat doit bousculer les lignes alliées et atteindre la Meuse pour ouvrir la voie à la 6e armée qui regroupe les divisions les plus aguerries du Führer. Les plus redoutables aussi, puisqu'on y trouve la sinistre division Das Reich. Le rôle de Piper est donc essentiel. Tout à fait. Ouais. Et les hommes de Piper Tous des durs, des vétérans du front de l'Est. Et l'attaque se produit quand alors ? Dans la nuit du 15 au 16 décembre, et dans des conditions climatiques particulièrement éprouvantes, puisque le massif des Ardennes est alors enneigé. L'effet de surprise joue. Oui, mais c'est d'ailleurs étonnant. Pourquoi ? Parce que les services de renseignement alliés ont été incapables de prévoir cette offensive. Pourtant, on ne rassemble pas autant d'hommes et de matériel sans attirer l'attention de l'ennemi. Mais les reconnaissances aériennes étaient difficiles à cause justement du mauvais temps. Oui, enfin d'accord, mais vous m'avez déjà dit que grâce à Ultra, les services alliés étaient en mesure de percer le secret de toutes les communications militaires allemandes. C'est vrai, des machines à coder Enigma n'avaient plus de secret pour les Alliés. Mais justement, en cette fin 44, les Allemands avaient compris. Quoi, que leur système de transmission était perméable ? Oui. Y a-t-il une trahison, ou bien se sont-ils méfiés en constatant leurs trop nombreux revers, je ne sais pas. Mais Hitler a exigé qu'aucun ordre relatif à l'offensive des Ardennes ne soit transmis par radio. Ouais, je comprends mieux. Alors revenons à Piper, si vous le voulez bien. Ouais. Avec ses panzers, il fonce, il doit aller le plus vite possible, car une grande partie du succès de la bataille dépend de lui. Et il emploie les grands moyens. Par exemple ?
Eh bien, sur les petites routes des Ardennes, lorsqu'un convoi allemand menace de retarder sa progression, il n'hésite pas à envoyer les camions dans le fossé. Des camions allemands. Oui. Piper est décidé à réussir coûte que coûte. Un peu plus tard, ses panzers se trouvent devant un champ de mines. Le colonel SS n'hésite pas. Il sacrifie quelques chars pour ouvrir la route. Ouais, les chars et donc forcément leurs occupants. Certainement, et au petit matin du 17 décembre, Piper peut être fier de lui. Sa progression correspond au plan prévu, et il a même capturé 2 chars Sherman américains. C'est alors sur la route de Malmedy que va se produire une véritable tragédie. Et c'est à cause de cela que plus tard, Piper sera condamné à mort. Racontez-moi. De quoi s'agit-il? La colonne des SS se trouve soudain nez à nez avec un convoi américain composé de jeeps et de camions. Très vulnérable, donc. Oui, et presque sans combat, les SS font prisonniers les Américains. Combien sont-ils? Plus d'une centaine, et seuls quelques-uns survivront. Alors, que s'est-il exactement passé? La plupart de ces prisonniers, dont certains sont des personnels de santé non combattants, vont être froidement abattus. Mais est-ce qu'on en est vraiment sûr? Absolument. L'examen des corps révélera que quelques-uns de ces prisonniers ont même été abattus à bout portant. Ouais. Nouveau massacre, donc. Pour et une nouvelle fois contraire à toutes les conventions militaires. Mais est-ce que la responsabilité personnelle de Piper est engagée? C'était le chef. Je sais bien qu'on a prétendu que les prisonniers ont été abattus alors même que Piper avait déjà repris la route, mais il ne pouvait pas ignorer que les prisonniers allaient être massacrés par ses hommes. J'irai même plus loin. Je suis persuadé qu'il en a donné l'ordre. Ouais, attendez, comment pouvez-vous affirmer ça? Parce que s'il voulait aller vite, il ne pouvait pas s'embarrasser de prisonniers. En outre, sa mission, la mission de tous les SS engagés dans cette opération des Ardennes, consistait aussi à semer la terreur sur son passage. La terreur, mais dans quel but, là? L'objectif était psychologique. Il fallait montrer aux Alliés et à la population civile que les troupes allemandes ne reculeraient devant aucune horreur pour vaincre. L'assassinat des prisonniers faisait partie de ce sinistre plan. Et d'autres soldats américains ainsi que de nombreux civils belges seront aussi la victime des SS de Piper. Des civils, hein? Oui, comme sur le front de l'Est. Les hommes de Piper réitéreront leurs horribles méthodes. L'offensive dans les Ardennes, vous le savez, se termine néanmoins par un échec. Mais le drame de Malmedy frappe l'opinion américaine. Pourquoi particulièrement? Parce qu'un correspondant de guerre américain a vu les corps et il a recueilli des témoignages. À partir de ce moment-là, Piper, criminel de guerre, devient une sorte de symbole de l'horreur nazie. Et quand la guerre sera finie, les autorités alliées le feront activement rechercher. Et il sera pris, hein? Oui, à la mi-mai 1945 en Autriche. Mais quand on l'accuse d'avoir fait tuer des prisonniers, il se défend en disant qu'il s'agissait d'une bavure, une sorte de malentendu. Un sanglant malentendu, quand même. Et en 1946, les juges américains devant lesquels il comparait avec d'autres soldats de son régiment ne sont pas dupes. Le dossier est accablant. Piper et 41 de ses hommes sont condamnés à mort. Mais il n'est pas exécuté puisque, officiellement, hein, il meurt en 1976. C'est juste, et c'est encore une histoire extravagante. Son avocat, un lieutenant-colonel américain, introduit un recours en révision devant le Congrès des États-Unis. Et sous quel motif? Cet officier prétend que le procès n'a pas été régulier et que les accusés ont été interrogés avec brutalité. Et votre avis? Franchement, je ne pense pas que les enquêteurs américains ont dû faire beaucoup de sourire à Piper et à ses comparses. Parler de torture, comme on va bientôt le dire aux États-Unis, non. Ouais, mais qui va parler de torture? Une commission d'enquête qui est constituée à la demande du Congrès. Et un homme dont nous avons parlé à maintes reprises va y être souvent invité. Et qui? McCarthy, le sénateur McCarthy. L'homme de la chasse aux sorcières. Lui-même. Ouais. Et pour des raisons bassement politiciennes. Il y a en effet beaucoup de citoyens originaires d'Allemagne dans son État. Il ne va pas hésiter à présenter Piper et ses soldats comme des martyrs. Et il osera même accuser l'homme qui a mené la première enquête sur Piper d'avoir recruté dans son équipe des Juifs. Ouais. Et le résultat? Eh bien, en janvier 1951, les condamnations à mort sont commuées en peine à perpétuité. Et finalement, Piper sortira de prison à la fin de l'année 1956. Après 10 ans de détention, donc ça... Ouais, je ne sais pas s'il y a une vraie échelle des tarifs pour les criminels de guerre, mais ça ne me semble pas très chèrement payé. D'autant que l'homme qui sort de prison n'a en rien renié ses convictions nazies. Et il va bientôt le prouver. Sur l'affaire de Malmedy, j'ai cru bon de me reporter au livre très exhaustif de Michel Héribel, La bataille des Ardennes, publié aux presses de la Cité. Cet auteur s'appuie lui-même sur le récit de l'historien Philippe Aziz, grand spécialiste des crimes nazis. Voici ce qu'il raconte le 16 décembre 1944. Sur la route de Malmedy à Saint-Vith, les SS, équipés de 2 tanks, capturent 150 Américains. Les prisonniers, main sur la tête, reçoivent l'ordre de se mettre en route. Aziz poursuit. À cet instant précis, il est exactement 16h10. Une voiture allemande venant de Saint-Vith rejoint le groupe des prisonniers. Un officier SS, debout dans la voiture, dégaine et tire à bout portant sur un médecin-major américain qui se trouvait au premier rang. Dirigeant ensuite son arme contre un autre prisonnier, il l'abat à son tour.
C'est le signal de la tuerie générale. Les mitrailleuses des 2 tanks fauchent les rangs des prisonniers et bientôt il n'y a plus dans la prairie qu'un amoncellement de corps ensanglantés que les SS continuent à cribler de balles. Heureusement, quelques prisonniers survivants restent couchés parmi les morts. Après le départ des 2 tanks, ces survivants, à peu près une quinzaine, trompant la vigilance des SS demeurés sur place, s'enfuient dans la direction de Malmedy. Poursuivis par des rafales de mitrailleuses, 12 d'entre eux se jettent dans une maison, tandis que les 3 autres, continuant leur course, réussissent à trouver refuge dans les bois, s'y cachent jusqu'à la tombée de la nuit, puis regagnent les lignes américaines. Quant aux 12 soldats réfugiés dans la maison, ils sont bientôt rejoints par un détachement de SS. Ces derniers mettent le feu au bâtiment, contraignant ainsi les fugitifs à quitter leur refuge. Au fur et à mesure que les Américains sortent, les SS les abattent les uns après les autres. Cette fois, il n'y aura aucun survivant. Mais ces prisonniers ont-ils été abattus sur ordre? Au cours de son procès, Piper finira par déclarer ceci. Je me rappelle que dans les instructions dont je disposais, il y avait un ordre du jour de la 6e armée de blindés qui disait que dans la situation désespérée du peuple allemand, une vague de terreur et d'effroi devait précéder nos troupes, que le soldat allemand devait avoir en permanence à l'esprit les innombrables victimes allemandes des terribles bombardements alliés, que toute résistance de l'ennemi devait être brisée par la terreur. Je suis presque certain qu'il était expressément expliqué que les prisonniers de guerre devraient être exécutés lorsque les conditions locales l'exigeraient. Terrible aveu. À samedi prochain pour la suite de ce récit, et en particulier la relation des circonstances étranges de la disparition de Joachim Piper en 1976.